Bonjour. Bonjour, merci. Janvier 2012, un homme monte sur scène et en quelques minutes, il va faire perdre des milliards d'euros au plus grand géant de la téléphonie française. Son arme, un forfait mobile illimité, De faire de l'illimité. 19,99 € et un deuxième forfait à 2 €. À l'époque, les Français payent leur abonnement 60, 70, parfois même 80 € par mois. Mais ce jour-là, tout bascule. On fait de la marge là, hein. On fait pas de perte, on fait de la marge. C'est vous dire à quel point vous vous êtes fait avoir et à quel point les plus pauvres et les plus démunis d'entre nous, on leur a tapé dans la tête de manière scandaleuse. En quelques mois, les prix s'effondrent. Orange, SFR, Bouygues perdent des millions de clients et lancent en urgence leur marque low cost pour stopper l'hémorragie, Sosh, Red et BNU. Leur monopole vient d'exploser. Et derrière ce séisme, il y a un homme qui n'a rien à faire là. Un ancien pirate informatique, un entrepreneur devenu millionnaire, notamment grâce au sulfureux Minitel Rose, des services de dialogue coquins très lucratifs. Un homme qui est même passé par la case prison. Son nom, Xavier Niel. Vous savez, je suis le mec qui se plante le plus sur Terre. Je me plante tout le temps. Mais malgré ses ratés, ce hacker autodidacte, né dans une famille parisienne de classe moyenne, est aujourd'hui dans le top 7 des plus grandes fortunes françaises. Alors, une question se pose. Comment un adolescent passionné d'informatique a-t-il réussi à battre certaines des plus grandes entreprises du pays ? Le môme de Créteil que je suis, qui est né dans une famille moyenne, qui est là, que tu le mets dans le classement Forbes avec des mecs que vous regardez tous les jours à la télé, elle est où la probabilité ? Elle est nulle part. Pour comprendre, il ne suffit pas de regarder ces entreprises. Pour comprendre, il faut entrer dans sa tête. Parce que Xavier Niel n'a jamais joué selon les règles. Son cerveau est codé autrement. Pour preuve, il possède même un caleçon vieux de 20 ans dans son placard. Vous découvrirez pourquoi dans quelques minutes. Et si le véritable génie de Xavier Niel n'était pas technologique, mais psychologique. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les 7 principes ou lignes de code, pour rester proche de son univers, qui lui ont permis de passer d'un adolescent hacker à l'un des plus grands briseurs de monopole de l'économie française. Bienvenue dans la tête de Xavier Niel. En France, beaucoup de grands patrons comme Bernard Arnault, le dirigeant de LVMH, ou Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, suivent le même parcours. Classe préparatoire, puis grande école comme l'école polytechnique, HEC Paris ou l'école normale supérieure. Xavier Niel a pris exactement le chemin inverse. Pour comprendre sa trajectoire, il faut remonter à son code source. 25 août 1967. Créteil, à 10 km dans le sud de Paris. Une famille de classe moyenne, rien d'extraordinaire. À l'école, Xavier n'a rien d'un futur milliardaire. C'est un élève moyen, peu motivé par les devoirs. Mauvais en rien et bon en rien, selon ses propres mots. Mais en 1981, un événement va tout changer. Et qu'en 81, j'avais 14 ans, ouais, je suis très vieux, mon papa, il a eu la gentillesse de m'offrir un petit ordinateur et en fait, j'ai appris à faire du code, à faire des petits logiciels, au début en basique et puis après en grandissant, un peu plus tard à faire du C. Son père lui offre un ordinateur, un Sinclair ZX81. Pas de professeur, pas de formation, juste une obsession. Xavier Niel apprend à coder tout seul. À l'école pourtant, rien ne change vraiment. Il intègre maths sup, puis abandonne. Trop de cours théoriques, pas assez d'action. Les démonstrations de 8 heures au tableau, c'était l'enfer pour moi. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable de suivre ces grands cours formels qu'on n'a aucun talent. Pas de grande école, pas de réseau d'élite. Pendant que certains apprennent la théorie, lui apprend comment fonctionne le système. Et surtout, comment le contourner. À 17 ans, il pirate avec des amis le décodeur de Canal+. Et très vite, ce n'est plus juste un exploit de geek, il fabrique et revend des décodeurs pirates. Un premier business illégal. Mais ce qui attire vraiment l'attention des autorités, ce sont ces explorations des réseaux téléphoniques français. À l'époque, ces réseaux sont gérés par les PTT, Poste, Télégraphe et Téléphone, qui deviendront plus tard 2 entités distinctes, La Poste et France Télécom. C'est dans ce réseau, piloté par l'administration des télécoms, qu'il découvre plusieurs failles, notamment dans le réseau mobile Radiocom 2000, premier réseau téléphonique mobile national en France. Les Français dégainent Radiocom 2000. En effet, on retrouve même les numéros de responsables politiques dans certaines bases de données, dont celui du président de l'époque, François Mitterrand. Alors forcément, ça attire l'attention. Les services de contre-espionnage français, la DST, la Direction de la surveillance du territoire, commencent à s'intéresser à lui. Mais au lieu de l'arrêter, 15 jours après, je reviens et là, je me retrouve avec un agent de la DST
qui dit, écoutez, décodeur pirate, on va vous arranger le problème, mais par contre, vos trucs de piratage, ça nous intéresse, on n'y connaît rien. Est-ce que vous êtes capable de pirater des sites? Ce qui les intéressait à l'époque, c'était la Russie. À ce moment-là, on est encore en pleine guerre froide. Les réseaux de communication deviennent un enjeu stratégique et comprendre leurs failles est crucial. Or, Xavier Niel comprend ces systèmes mieux que beaucoup d'experts. La DST le laisse alors continuer à explorer les failles, à condition de les signaler. À ce moment-là, Xavier Niel comprend une chose fondamentale, dans tous les systèmes, il existe des failles. Et si on sait les trouver, on peut complètement changer les règles du jeu. Dans les années 80, il découvre alors un nouveau terrain de jeu. Un phénomène de société fait son apparition. Dans les journaux, on en parle comme d'une révolution. Le Minitel, celui que vous aurez chez vous, du moins dans un premier temps, se présente sous cette forme cubique, très sobre. Le Minitel. À l'époque, Internet n'existe pas encore, mais des milliers de Français passent déjà des heures sur leurs terminaux pour lire les nouvelles commandées par correspondance ou chatter sur le fameux Minitel rose. Et là où la plupart ne voient qu'un gadget, Xavier Niel voit une opportunité. Il lance alors plusieurs services et surfe sur la vague des messageries érotiques. L'exploitant Xavier Niel loue ses lignes à France Télécom, 3 € de l'heure. Une heure facturée ensuite 10 € aux consommateurs. Or, les gens se connectent jour et nuit. À la fin de l'année, la rentabilité est hallucinante. Il investit en parallèle aussi dans plusieurs sex shops à Paris et à Strasbourg. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que ce détail va jouer un rôle très important plus tard dans son histoire. Et rien ne l'arrête. L'annuaire officiel de France Télécom est trop compliqué, il crée un annuaire inversé. 3617 annu, si vous avez le numéro, vous retrouverez le nom. Le succès est fulgurant, des millions de requêtes. Et peu importe si les données utilisées viennent directement de France Télécom sans leur permission. Le modèle est imparable. Xavier loue les lignes à France Télécom à prix coûtant et le client paie le prix fort. Chaque minute est une petite mine d'or. Multipliez ça par des milliers de connexions et vous obtenez un millionnaire à 20 ans. Mais il ne s'arrête pas là. Car pour lui, la vie est un immense terrain de jeu. Et lui ne joue plus pour devenir riche. L'argent n'est qu'un score. Il joue pour gagner, par amour du défi. Et pour ça, il va appliquer la même mentalité de pirate à tout ce qu'il entreprend. Ce qui est très intéressant avec Xavier Niel, ce n'est pas seulement son succès, c'est sa manière de réfléchir. Repérer les failles, contourner les règles, transformer les systèmes. Lorsque la première Freebox apparaît, personne ne l'a vu venir. Une seule box, Internet, téléphone, télévision pour 29,99 €. À l'époque, les Français payent souvent 3 abonnements différents pour un total proche de 100 €. Son offre est une véritable révolution. Alors comment Xavier Niel a-t-il réussi cet exploit? La réponse tient peut-être dans sa réaction face à un mot. Votre mot détesté. Impossible. C'est ce qu'on vous dit toujours, donc ça donne envie de faire le contraire, donc c'est fantastique. Lorsqu'il entend ce mot, Xavier Niel n'abandonne jamais. Il se demande comment le faire quand même. Et cette réaction révèle quelque chose d'important dans sa manière de penser. Comme beaucoup de hackers, Xavier ne voit pas les règles comme des limites. Il les teste, les contourne, les réécrit. Adolescent, il explore déjà les catacombes de Paris. Un univers interdit qu'il apprend à repérer et déchiffrer. Et cette passion pour les catacombes le suivra d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui puisqu'il possède dans son patrimoine immobilier des immeubles avec un accès privé aux catacombes. Qui te permettrait d'avoir un accès privé aux catacombes. C'est vrai, mais j'ai pas le droit de le dire. En fait, il aime emprunter des chemins cachés, à la limite de la frontière, du borderline. Et c'est pareil en business. Dans la plupart des entreprises, certaines idées sont considérées comme évidentes. Par exemple, ce marché est déjà pris. C'est trop compliqué, on ne peut pas battre les grands acteurs. C'est ce qu'on appelle des croyances limitantes. Mais pour un hacker, une règle n'est jamais définitive. C'est juste un système qu'il faut comprendre pour mieux le contourner. Et sur ce point, Xavier Niel possède un avantage inattendu. Il n'a pas été formaté par les grandes écoles. Il n'a jamais appris la liste des choses censées être irréalisables. Et il décide que tout est possible. Parce qu'il possède un atout rare, un optimisme presque irrationnel. Selon lui, c'est même une condition essentielle pour entreprendre. Si vous pensez que demain sera pire qu'aujourd'hui, ne créez pas d'entreprise. Allez bosser dans l'administration française. Parce que pour lui, l'entrepreneuriat repose sur une idée simple. Demain sera meilleur. Si vous ne croyez pas à quelque chose, si vous n'êtes pas optimiste, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Donc soyez optimiste, ayez des rêves disproportionnés. De temps en temps, ça va marcher. Mais cet optimisme a une conséquence assez surprenante. Xavier Niel explique que son cerveau possède une sorte de fonction nettoyante. Mais au-delà de l'optimisme, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que j'ai un cerveau qui gomme tout ce qui n'a pas marché. Et c'est cet état d'esprit qui va l'amener à tenter quelque chose
que beaucoup pensaient impossible. Au début des années 2000, le marché de l'Internet est contrôlé par des acteurs puissants. AOL, Tiscali et Club Internet. Personne n'imagine vraiment qu'un nouvel entrant puisse changer la donne. Et pourtant, Xavier Niel va lancer Free. Son idée est simple, réunir téléphone, télévision et Internet dans un seul appareil. Sauf qu'à l'époque, il y a un verrou technique. Un tuyau ne peut faire passer qu'un seul usage, téléphone ou Internet, mais pas les deux en même temps. Lui, il veut faire l'inverse. Tout faire passer dans le même tuyau et tout récupérer dans un seul appareil. Et pour ça, il veut s'appuyer sur une technologie qui vient à peine de débarquer dans les foyers et dont il est l'un des premiers à voir tout le potentiel, l'ADSL. Le modem ADSL. Cette technologie rend possible le passage de plusieurs données à travers un même câble. Quand il contacte des industriels comme Alcatel pour fabriquer le boîtier, la réponse est claire. La technologie n'existera pas avant plusieurs années. Il se tourne alors vers la Silicon Valley. Mais même là-bas, personne ne sait faire. Pourtant, ça ne l'arrête pas. Je me plante tous les jours. Mais c'est parce que je tente tous les jours. Et de temps en temps, il y a un truc qui marche. Et les mecs le disent, putain, c'est un goat, quel tueur. Mais non, j'ai passé mon temps à me planter. Franchement, elle est là l'histoire. Plantez-vous. Alors, il prend une décision radicale. Puisque personne ne veut construire notre box, on va la construire nous-mêmes. Et pour ça, il prend un risque énorme. Il investit massivement pour construire son propre réseau. 1 milliard d'euros. 40 000 km de lignes à travers toute la France. En 2002, on s'est dit que le seul moyen de réussir, c'est d'être propriétaire de la totalité de nos infrastructures. On a donc déployé un réseau qui nous permet d'aller au plus près de l'abonné et de ne plus être aucunement dépendant de l'opérateur historique. En 2002, la première Freebox voit le jour. Et là, tout bascule. Le marché est bouleversé, les concurrents paniquent. C'était impossible et pourtant, ça vient de se produire. Quelques heures après l'annonce, au siège d'AOL, une scène incroyable est filmée par une équipe de télévision. Le PDG d'AOL, Stéphane Trépoz, découvre l'offre à prix cassé de Xavier Niel. C'est la panique. Son abonnement à 45 € n'est plus tenable. L'offre que propose Free, elle est proposée à toute la France aujourd'hui. Non mais c'est vachement, faut faire vachement gaffe parce que c'est ça le drame de cette histoire quoi, en fait. Mais une révolution comme celle-ci ne se fait jamais seule. Derrière Free, il y a une équipe et diriger une équipe demande une compétence très différente. Xavier Niel ne ressemble pas au grand patron traditionnel. Il se décrit lui-même comme quelqu'un de profondément timide, même maladivement timide. Et ça pose un problème. Comment diriger une entreprise quand on déteste le conflit? La gestion salariale qui est exécrable, parce que c'est des relations humaines basées sur des choses différentes et que d'une manière générale, j'ai tenté d'éviter par le surintéressement des salariés avec lesquels on travaillait, qui était un mode non courageux d'affronter le débat social. Alors plutôt que de l'affronter, il contourne encore une fois le problème. Il s'appuie sur des équipes réduites, peu de niveaux hiérarchiques, peu d'intermédiaires, les décisions se prennent vite et directement. Objectif, avancer sans friction inutile et sans lourdeur administrative. Il confie rapidement des responsabilités importantes, parfois à des profils jeunes, parce que pour lui, c'est le terrain réel qui forme, pas la théorie. Il laisse de la liberté dans l'organisation, pas de rigidité inutile, pas de cadre figé. L'idée, s'adapter en permanence plutôt que subir des règles trop lourdes. Et une partie de son agenda reste ouverte pour faire face aux imprévus. Au final, il le résume lui-même, des petites équipes bien utilisées peuvent aller très loin. C'est ça que les gens parfois n'arrivent pas à comprendre, c'est comment on met 8 personnes dans un bureau et que ces 8 personnes dans un bureau, elles sont capables de battre des équipes de recherche de milliers de personnes. Pourquoi ? Parce que parfois, small is beautiful, parce que c'est l'intérêt de la start-up, c'est de venir pousser les grands groupes à faire mieux ou à les tuer parfois, mais c'est de réfléchir d'une manière différente, plus efficace, plus lean. Et ça, c'est important. Mais son levier le plus surprenant est ailleurs. Dans beaucoup d'entreprises, la relation salarié-direction est un rapport de force. Lui essaie de changer cette logique. Il développe l'actionnariat salarié de manière plus poussée que dans beaucoup d'autres grands groupes. Concrètement, les salariés entrent au capital via des plans d'actionnariat. Là où dans la majorité des boîtes, elles concernent surtout les cadres, elles touchent ici tous les salariés. Et quand l'entreprise performe, ils en bénéficient aussi. D'ailleurs, si vous êtes salarié, intéressez-vous vraiment à l'épargne salariale. Ça peut être très intéressant, notamment avec le PEE, le plan épargne entreprise. On a distribué, 15% du capital de l'entreprise sur ces 15-20 dernières années. Globalement, j'ai l'impression d'une énorme
une énorme association de personnes. 15%, soit 5 à 8 fois plus que la moyenne des grands groupes, qui tournent plutôt autour de 2-3%. L'objectif est donc clair, aligner les intérêts pour réduire les tensions. Bien sûr, ça ne fait pas disparaître toutes les tensions, mais ça change un petit peu la nature du rapport. Au fond, son management repose sur une idée simple, simplifier pour aller plus vite, contourner pour éviter les blocages et réinventer pour rester agile. Mais à force de vouloir hacker les règles, on finit parfois par aller trop loin. Et cette fois, Xavier Niel va franchir une ligne qui va lui coûter très cher et qui va laisser une trace indélébile dans sa vie. On est au début des années 2000. Xavier Niel est déjà un entrepreneur à succès, mais son passé finit par le rattraper. En 2004, alors que la maison mère de Free, Iliad, vient d'entrer en bourse, il est mis en examen dans une affaire liée à ses anciens investissements dans des sex shops. Les accusations sont lourdes, proxénétisme aggravé et abus de biens sociaux. Il sera finalement blanchi de l'accusation la plus grave, mais toutefois condamné pour recel d'abus de biens sociaux. Certaines activités génèrent beaucoup de cash, un argent rapide et, disons-le comme lui, modérément fiscalisé. C'est de l'argent rapide, c'est modérément fiscalisé, on va dire ça poliment, et voilà. Mais vous ne le déclarez pas, surtout. C'est ce que j'appelle modérément fiscalisé. Je redépense façon de voir les choses. Et surtout, il passe 1 mois en détention provisoire à la prison de la santé. Un choc, certains partenaires disparaissent, une partie de son entourage prend ses distances, mais la vraie leçon arrive à sa sortie. Et elle vient du juge Renaud van Ruijmbeke, celui-là même qui l'a mis en prison. Mordez la ligne jaune, mordez-la beaucoup, mais ne passez plus de l'autre côté. Ça ne va pas changer grand-chose pour vous, mais ça va changer plein de choses pour notre pays. Contre, ça va changer plein de choses. Il est un peu lyrique pour notre pays. Moi, je suis très content qu'il m'ait dit ça parce que ça a été une vraie leçon. C'était il y a 10 ans, c'était une vraie leçon. Donc oui, mordez la ligne jaune, regardez la loi, mordez la ligne jaune. RNB a mordu la ligne jaune, plein d'entreprises qui arrivent en France. Uber a mordu la ligne jaune. Oui, c'est vrai. Mais, mais c'est un moyen de faire évoluer la législation, de faire évoluer les choses. Cette phrase va marquer Xavier Niel profondément. Car à ce moment-là, il comprend quelque chose d'essentiel. Le vrai hacker n'a pas besoin de franchir la ligne. Il s'en approche au maximum, repère les failles, mais en restant toujours du bon côté de la loi. Parce que c'est souvent là que se trouvent les plus grandes opportunités. Un entrepreneur capable de les comprendre a un avantage énorme. C'est le jeu, c'est d'essayer de se dire comment on peut jouer avec les règles pour créer des choses. Et Xavier Niel n'est pas le seul à avoir compris cela. Beaucoup de grands entrepreneurs ont avancé au plus près de cette ligne jaune. Par exemple, Bernard Tapie, dans les années 80, il a exploité les mécanismes du redressement judiciaire pour racheter des entreprises en difficulté. Bernard Arnault, lui, utilise des montages financiers très agressifs pour prendre le contrôle de LVMH. Plus récemment, Uber s'est lancé dans des marchés où la réglementation n'était tout simplement pas prête. Ces entrepreneurs savent que les règles d'un marché ne sont jamais figées. Et ceux qui avancent au plus près de la ligne jaune sont souvent ceux qui les font évoluer. Xavier Niel n'a jamais oublié cette leçon, il en a même gardé un souvenir. T'as gardé ce caleçon parce qu'on me l'avait donné le premier jour et ça me permet tous les jours, quand j'ouvre mon placard, de me dire n'oublie pas, regarde. Un simple caleçon de prison, un rappel quotidien. Pour ne jamais oublier, mordre la ligne jaune, oui, mais ne plus jamais la franchir. Ce qui ne va pas pourtant l'empêcher de continuer à faire parler de lui, bien au contraire. Je crois que j'ai une aversion au monopole qui abuse de sa situation. Donc à partir de ce moment-là, une envie, même si elle n'est pas viable économiquement, d'aller taper dedans sans fin. 19,99 €. Ce chiffre a fait trembler toute l'industrie des télécoms françaises. Si Xavier Niel devait résumer sa carrière en une phrase, il a cassé des monopoles. Si le jour où vous décéderez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on écrive sur votre tombe? Et j'ai répondu, il a cassé des monopoles. Ça, j'ai adoré ça. Car pour lui, un monopole n'est pas un obstacle, c'est une opportunité. Quand tout le monde fuit un marché dominé par quelques géants, lui, il fonce. Pourquoi? Parce que les monopoles créent toujours les mêmes failles. Des prix trop élevés, peu d'innovation, des clients frustrés. Et pour un entrepreneur, c'est une cible idéale. Cette méthode, il va l'appliquer à un marché gigantesque, la téléphonie mobile française. À l'époque, le marché est verrouillé. 3 acteurs dominent. Orange, SFR, Bouygues Télécom. Les forfaits dépassent souvent 60 € par mois. Peu de concurrence, des marges énormes, et tout le monde pense que rien ne peut bouger. Et en 2009, Free obtient la 4e licence mobile en France. Et 3 ans plus tard,
l'entreprise est prête à lancer son offensive. Le contexte, c'est que déjà, il y avait que 3 opérateurs de téléphonie mobile et que ces 3 opérateurs de téléphonie mobile ont abusé. C'est-à-dire que Bouygues, SFR et Orange, a priori, je crois qu'ils ont été condamnés, se sont entendus. C'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord pour maintenir leur part de marché, maintenir des prix élevés. Pour beaucoup d'experts, l'arrivée de Free Mobile n'est pas une menace. Certains concurrents vont même jusqu'à se moquer. Free n'a pas l'infrastructure nécessaire. L'entreprise ne survivra pas longtemps. Le déploiement d'un 4e réseau mobile 3G est physiquement impossible. Mais le 10 janvier 2012, Xavier Niel monte sur scène pour lancer Free Mobile. Dans la salle, tout le monde attend une chose, le prix. Puis, la slide apparaît. Illimité. De l'illimité, dans lequel je remercie mes collègues. 19,99 €. Certains pensent à une erreur, puis un deuxième choc. 2 €. Un forfait à 10 €. Les concurrents paniquent. Personne ne sort gagnant? Pas si sûr. Dans les mois qui suivent, les concurrents alignent leurs prix avec des offres low cost, Sosh, Red et BNU. Les prix du marché s'effondrent. En quelques années, ils chutent de plus de 40%. Des milliards d'euros rendus aux consommateurs. Ce jour-là, Xavier Niel ne lance pas une offre, il déclenche une guerre. Il pirate un marché entier. Et derrière cette stratégie, il y a une règle simple, la concurrence n'est pas un problème. C'est ce qui fait progresser une économie. Si vous prenez tous les éléments positifs et tous les éléments négatifs, la concurrence, quel que soit son secteur, quel que soit le domaine, est saine et nous enrichit tous et fait progresser, et fait vivre et fait avancer un pays. C'est pourquoi Xavier Niel s'oppose aux concentrations excessives. Par exemple, en 2022, il s'oppose publiquement au projet de fusion entre TF1 et M6. Et on a envie de quelque chose de juste. On a envie de quelque chose de juste parce que ces 2 groupes sont ultra dominants en France, ultra dominants dans le fait de nous amener de l'information. Et cette ultra-domination, normalement, économique, en termes de pluralisme, devrait susciter un certain nombre d'interrogations qui n'ont globalement peu été suscitées. Si vous regardez, il y a assez peu d'opposition. Xavier Niel a d'ailleurs investi dans de nombreux médias de différents bords politiques, Le Monde, Mediapart, Le Nouvel Obs ou Brut. Il s'interdit d'intervenir dans la ligne éditoriale. Pour lui, financer plusieurs médias est justement une façon de défendre la liberté de la presse et d'éviter les monopoles de l'information. Évidemment, on n'a pas accès aux coulisses et ce que vraiment décide Xavier Niel derrière cette façade. Il est aussi cofondateur de Media One, une société qui produit des séries, films et contenus audiovisuels. Mais parfois, le vrai monopole n'est pas une entreprise, c'est un système entier. Et en France, il en existe un particulièrement puissant, le système éducatif. Un système qui peut bloquer les talents. Et puisque ce système va à l'encontre de sa philosophie, il va à nouveau tenter de le pirater. Je profite de cette vidéo pour vous dire que je suis Mathieu Louvet, fondateur de S'Investir, conseiller en gestion de patrimoine. Et sur cette chaîne, je décrypte ce que personne ne vous explique sur l'argent, l'investissement et l'épargne. Mais si vous souhaitez aller plus loin, j'ai créé 2 choses spécialement pour vous. La première, c'est le programme LBD, qui vous permet de vous former, d'apprendre et d'accéder aux meilleures stratégies d'investissement en toute autonomie. La deuxième, c'est le cabinet S'Investir Conseil, qui réinvente la banque privée pour déléguer l'optimisation et le pilotage de votre patrimoine à partir de 100 000 € avec une équipe experte dédiée. Si LBD ou S'Investir Conseil vous intéresse, vous trouverez tous les liens en description. L'école 42. C'est sans doute le hack le plus sous-estimé de Xavier Niel. Votre mot préféré? Mon mot préféré, jeunesse, parce que c'est de là où on peut tout faire. C'est le meilleur moment pour inventer, créer, avancer. Pendant longtemps, le système était simple. Les grandes écoles sélectionnent et les autres sont écartés. Un modèle très codifié, très fermé. Et pour Xavier Niel, un problème évident. De nombreux talents sont laissés sur le bas-côté. En France, près de 60% des dirigeants du CAC 40 sont issus des grandes écoles d'élite comme Polytechnique, HEC, l'ENA, etc. Un peu, j'essaye, c'est mes racines, mais je viens d'un endroit, j'ai eu une chance. Je viens de Créteil. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis né dans un milieu moyen, modeste, et j'ai eu la chance de réussir ma vie. J'ai réussi ma vie par 2 éléments, le code informatique et l'entrepreneuriat. J'essaye de me dire, est-ce que je peux pas essayer d'autres personnes de faire fonctionner l'ascenseur social? Alors comme toujours, il décide de hacker le système. En 2013, il crée l'école 42, une école d'informatique gratuite. Mais surtout, pas de professeur, pas de cours traditionnels, pas de diplôme requis. Ici,
Personne ne demande votre CV. On vous donne un problème et vous devez le résoudre. La sélection s'appelle la piscine. Pendant plusieurs semaines, vous codez, jour et nuit, vous bloquez, vous recommencez, vous vous faites aider par d'autres et très vite, une chose apparaît. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les meilleurs élèves, ce sont les plus obsédés, les plus résilients, les plus déterminés. Des profils que le système classique ne voit que très rarement. Voilà, je vous remercie en gros de laisser à tous les gens qui n'ont pas le bac une chance d'avoir un niveau en informatique. Ça fait 3 ans que je cherche en informatique, on m'a jamais laissé ma chance. Ça fait 6 ans que je fais de l'informatique. Faut envoyer. Allez. Merci à vous. On voit des vraies différences avec les écoles, c'est que les élèves sont plutôt heureux d'être là, ils y prennent du plaisir, on a des méthodes d'enseignement qui sont différentes, on commence avec une vidéo, un exercice, et puis après on se débrouille tout seul, on essaye de se faire aider par les autres. Et les résultats sont là. Des étudiants sans diplôme deviennent développeurs, d'autres lancent des startups, certains changent complètement de vie. Aujourd'hui, le modèle de l'école 42 s'est exporté dans plus d'une vingtaine de pays à travers le monde, justement parce que le constat est le même à l'étranger. Quand le système ne détecte pas les talents, il faut créer un nouveau système. Derrière ça, il y a en fait une conviction encore plus forte. Le talent est partout, mais ce sont les opportunités qui le sont beaucoup moins. Alors Xavier Niel décide de les créer. Et une fois les talents formés, il reste une étape, les pousser à agir, à créer et surtout à prendre des risques. Et alors, en arrivant devant le dieu des entrepreneurs, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise ? Pas trop mal. Pas trop mal, c'est ce que Xavier Niel aimerait entendre s'il devait un jour rendre des comptes. Sobre, parce que pour lui, l'important, c'est l'impact. Et sur ce point, il a une conviction claire. Ce ne sont pas les politiques qui transforment un pays, ce sont les entrepreneurs. L'idée, c'est de se dire, arrêtez de regarder ces sujets politiques. Ces sujets politiques, c'est pas le sujet de fond. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce que l'on fait nous. Moi, je pense que chaque individu dans ce pays peut plus changer ce pays que le regroupement de la totalité des hommes politiques de ce pays. Les entrepreneurs peuvent hacker le pouvoir politique. Créer une entreprise est probablement l'outil le plus direct pour changer la vie des gens. Parce qu'un entrepreneur, lui, agit. Il crée un produit, il change un marché, il améliore concrètement la vie des gens. C'est ce qu'il a fait avec Free. D'ailleurs, un des entrepreneurs qui a le plus changé nos vies, c'est Steve Jobs. Avec les smartphones notamment, qui a complètement changé notre quotidien. Après, c'est un bien ou un mal, chacun sera juge, mais il a vraiment changé notre quotidien. Et donc, Xavier Niel ne veut plus seulement créer des entreprises, il veut créer des entrepreneurs et soutenir les talents. Alors, il multiplie les tentatives. Et avec Kima Ventures, il investit dans des centaines de startups chaque année. Xavier Niel est évidemment connu pour être un grand investisseur en private equity. L'objectif est simple, donner une chance à un maximum d'entrepreneurs. Certains réussiront, d'autres pas, mais c'est le jeu. Ils ne cherchent pas la bonne idée, ils cherchent les bonnes personnes. T'investis plus sur un gars que sur une idée ? Ouais, toujours. Parce qu'en fait, il faut mieux un mec incroyable et l'idée la plus pourrie que la meilleure idée, le mec le plus pourri. Ça, c'est un t-shirt, je vous le dis direct. Alors évidemment, Xavier Niel s'attend aussi à un potentiel retour sur investissement. Mais au fond, il croit sincèrement à une chose, les idées ne valent rien sans action. La phase de réflexion est quand même beaucoup plus confortable. Néanmoins, la phase d'action est quand même beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Mais globalement, c'est sur la mise en œuvre que globalement existe le succès. Parce que je pense qu'on a systématiquement, on est des milliers à avoir la même idée au même instant et que la mise en pratique va tout changer. Alors il construit un écosystème, un réseau d'entrepreneurs, et c'est exactement l'idée derrière Station F. Un lieu où tout est réuni, talent, idées, financement. L'un des plus grands campus de start-up au monde, situé en plein milieu du 13e arrondissement de Paris. Objectif, accélérer, multiplier, faire émerger, parce que chaque start-up est une tentative de changer le monde. Et plus il y a de tentatives, plus il y a de chances que certaines réussissent. Donc j'ai commencé à faire ça en 98 en aidant des jeunes entrepreneurs, en les aidant à se lancer, à fonctionner. Et l'idée, c'était pas de gagner de l'argent. Et puis j'ai eu de la chance parce que j'ai été un des premiers investisseurs de Snapchat, Uber, Airbnb, Slack. Cet argent-là, moi, j'ai jamais voulu le gagner. J'ai voulu aider des jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, ça a permis de financer des choses qui n'ont pas d'intérêt de retour financier. Donc, ça a été typiquement typiquement 42, ça a été typiquement Station F. Pas très loin d'ici, on a une ferme, on a créé la plus grande ferme pour former des agriculteurs qui sont une autre forme d'entrepreneuriat qui s'appelle Hectare. Mais malgré ce rôle central dans l'écosystème des startups, Xavier Niel n'oublie jamais d'où il vient. Avant d'être milliardaire ou investisseur, il était juste un adolescent passionné qui passait ses nuits devant un ordinateur. Un gamin de Créteil. Et peut-être que tout part de là.
Ses origines sociales moyennes le distinguent des autres milliardaires, au point qu'on le décrit parfois comme étant le plus à gauche des grands patrons français. J'ai une origine sociale différente, ça c'est le premier élément, mais après, et donc toujours en essayant de se dire, il ne faut pas que j'oublie d'où je viens, ce que je suis, qui je suis, quelles sont mes racines, quelles sont mes bases, sur quoi ma vie repose, quelles sont mes valeurs. Son parcours et son rôle clé dans le numérique français lui valent le grade de chevalier de la Légion d'honneur le 31 décembre 2021, récompensé pour service rendu à la nation. Mais Xavier Niel reste fidèle à ses valeurs. C'est ce parcours hors norme qui explique probablement sa relation au pouvoir. Pour lui, il ne s'agit pas d'une arme à brandir devant les plus modestes, au contraire. Souvent, les gens de pouvoir vont en abuser, et c'est ça que j'apprécie pas. Je n'oublie jamais qu'on est tous égaux. Puis à partir de ce moment-là, je dois traiter mieux la personne qui n'a pas de pouvoir que la personne qui en a. Donc ça me pose moins de problèmes de me moquer d'un homme politique, d'un dirigeant d'entreprise, que de me moquer, je sais pas, d'une assistante. Malgré sa fortune, Xavier Niel continue d'entretenir une image simple. Pas de voiture personnelle, pas de chauffeur, et il répond encore aux messages qu'on lui envoie. Quand je venais ici, il y a quelqu'un qui me... sur TikTok, il y a quelqu'un qui fait une vidéo et qui dit ma Freebox Ultra marche pas. Je lui fais un message, je lui réponds 2 fois dans les commentaires sur TikTok. Je récupère son email, je lui fais un email. Il me dit non mais c'est pas vous. Je dis bah si, c'est moi. Donc j'étais obligé de faire une vidéo. Moi c'est Xav. Bah, c'est moi. C'est sûrement ce qui explique aussi un phénomène assez rare dans le monde des télécoms. Xavier Niel a une communauté et avec des abonnés assez fidèles qu'on appelle les Freenotes, une communauté structurée dont les membres restent particulièrement actifs et engagés, et depuis plus de 20 ans. Mais bien sûr, en tant qu'entrepreneur qui bouscule les règles, Xavier Niel a aussi ses détracteurs. Ses méthodes ne font pas l'unanimité. Certains critiquent le modèle de l'école 42 entre son manque de cadre, son environnement exigeant ou encore l'absence d'un diplôme reconnu à la sortie. D'autres estiment que l'arrivée de Free a fragilisé l'investissement dans les réseaux télécoms. Et Station F est accusée de renforcer la centralisation de l'écosystème startup à Paris. Alors, imposteur pour certains, héros pour d'autres, ce qui est sûr, c'est que le piratage de Xavier Niel a changé la donne dans beaucoup de domaines et souvent à l'avantage du consommateur. Au fond, ce qui rend Xavier Niel unique, ce n'est pas seulement son succès, c'est la façon dont il regarde le monde. Là où la plupart des entrepreneurs apprennent les règles du jeu pour pouvoir jouer, lui apprend les règles pour pouvoir les pirater. Et dans un pays où les élites suivent presque toutes le même parcours, Xavier Niel est une anomalie statistique. En France, moins de 8% des étudiants des grandes écoles sont issus de milieux populaires, alors qu'ils représentent plus d'un tiers d'une génération. Autrement dit, la plupart des positions de pouvoir restent largement occupées par des enfants de cadres. Si Xavier Niel a créé l'école 42 ou Station F, c'est probablement pour donner à d'autres hackers la possibilité de faire ce qu'il a fait. Parce qu'au fond, ce sont toujours les hackers qui font bouger les lignes, à condition de savoir mordre la ligne jaune, mais sans jamais la franchir. Et c'est exactement cet état d'esprit que nous essayons d'appliquer à notre domaine. Car dans le monde de l'investissement aussi, il existe un système souvent complexe, opaque et longtemps réservé à une petite élite. Mais aujourd'hui, ce système peut lui aussi être compris et hacké intelligemment. Investir n'est plus réservé aux grandes fortunes. Avec les bonnes connaissances et les bons outils, il est possible de reprendre le contrôle de votre argent et de ne pas le laisser aux mains de votre banquier qui défendra très souvent plutôt les intérêts de la banque. C'est exactement pour ça que j'ai créé avec S'investir une formation gratuite pour vous apprendre les bases de l'investissement et vous aider à prendre en main votre avenir financier. Une formation qui vous évitera bien des erreurs et vous fera gagner un temps précieux dans le développement de vos finances. Pour y accéder, cliquez sur le premier lien en description. Alors maintenant, à vous de jouer, à vous de hacker le système. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire et dites-moi surtout dans quelle tête vous aimeriez plonger la prochaine fois avec moi. Et si vous voulez maintenant comprendre comment on passe d'une simple librairie en ligne à l'un des empires les plus puissants de l'histoire, plongez maintenant dans la tête de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, en cliquant juste ici. C'était Mathieu Louvet, prenez soin de vous